Salut à tous les menus, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui m'a surpris par quelque chose d'assez rare dans le jeu de société moderne. Il vous oblige à penser votre aventure en même temps que vous la jouez et d'en assumer les conséquences. Aujourd'hui, on plonge dans Mapmaster. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, accessible dès 10 ans, pour des parties de 30 à 60 minutes. Il est signé Yann-Sébastien Bach et Cédric Chaumont, édité par Captain Games et illustré par Adrien Journel. Mapmaster propose une idée très forte. Ici, le donjon ne se subit pas, il se construit, il se dessine, et il se lit visuellement sous vos yeux. Dans le jeu, vous allez explorer un donjon rempli de couloirs, de salles, de monstres, de trappes, de téléporteurs ainsi que d'objets. Et votre objectif, que ce soit en coopération ou en mode versus, le jeu propose les deux modes, va toujours tourner autour de la même question. Est-ce le bon chemin? Quel est le meilleur chemin possible sans tomber dans l'impasse? Ce qui rend Mapmaster vraiment particulier, c'est qu'on ne se contente pas de déplacer des pions ou de poser des cartes. Ce qui rend Mapmaster particulier, c'est qu'on ne se contente pas de déplacer des pions ou de poser des cartes. On dessine son parcours. Chaque trait compte. Chaque détour est un choix et chaque erreur reste visible. Le jeu vous pose dans une position très intéressante. Vous avez l'impression de tout maîtriser. Mais en réalité, la moindre décision peut transformer votre plan parfait en piège mortel. Une salle mal abordée, une trappe mal anticipée, un téléporteur utilisé trop tôt et tout peut basculer. Et selon le mode de jeu, l'expérience change radicalement. En mode coop, Mapmaster est un vrai jeu de communication, de planification collective où chaque joueur doit penser non seulement à son chemin, mais également à celui des autres. En mode versus, le jeu se transforme en défi d'optimisation, de lecture rapide et parfois même de sang-froid. Surtout quand la pression du temps rentre en jeu. Mapmaster est un jeu fluide, tendu et surtout très engageant. On ne regarde jamais passivement la table. On est constamment en train de réfléchir, d'anticiper, de modifier, et de se dire « Ok, si je fais ça maintenant, qu'est-ce que ça va me coûter plus tard ?» Si vous aimez les jeux qui font appel à la visualisation spatiale, à la prise de décision sous contrainte, et cette sensation très satisfaisante de voir un plan se construire, ou s'effondrer sous vos yeux, alors Mapmaster mérite clairement qu'on s'y attarde. Entrons ensemble dans le donjon de Mapmaster. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve maintenant avec le jeu. Maintenant que le décor est posé, on va prendre le temps de voir ce que Mapmaster propose concrètement, et surtout, comment il se joue autour d'une table. On entrera dans le cœur du jeu avec une explication du fonctionnement, aussi bien en mode coopératif qu'en mode versus, pour bien saisir ce qui différencie les deux expériences. Ensuite, je vous donnerai mon avis complet, avec du ressenti en jeu, ce que le jeu fait très bien, ce qui demandera peut-être un petit peu plus d'investissement, et surtout à quel type de joueur Mapmaster est le plus destiné. Bref, si vous voulez savoir si ce jeu est fait pour votre table, pour votre groupe, ou même pour jouer seul, restez bien jusqu'au bout, on va regarder tout ça ensemble. Avant d'entrer dans le détail des règles, il est important de préciser que le jeu propose deux modes distincts, le mode versus et le mode coopératif. Nous allons commencer par le mode coopératif. Dans ce mode, tous les joueurs jouent ensemble. Ils dirigent collectivement des groupes d'aventuriers avec un objectif commun, accomplir la mission choisie. Cette coopération commence dès le début de la partie et se poursuit tout au long du jeu. Les joueurs peuvent ainsi discuter librement de leur stratégie, aussi bien avant de commencer qu'à n'importe quel moment pendant la partie. Une fois que la mise à place aura été faite, et après avoir résolu la phase de marché, l'aventure pourra réellement commencer, l'exploration du donjon. Le jeu se déroule dans le sens aiguille d'une montre. À son tour, chaque joueur choisit une carte de sa main et la place dans un emplacement vide du tableau, puis pioche immédiatement une nouvelle carte avant de reconstituer sa main. Au fur et à mesure que le donjon se construit, une situation clé peut se présenter. Dès qu'un pion groupe peut être connecté à un objectif, les joueurs passent à l'étape suivante et dessinent le chemin correspondant pour ce pion. Enfin, lorsque l'ensemble des objectifs indiqués sur la mission en cours a été rempli, la partie prend fin immédiatement, les joueurs emportent la victoire. De manière générale, le but est d'envoyer les groupes d'aventuriers dans le donjon. Pour cela, les joueurs connectent les cartes entre elles afin de créer des chemins exploitables. À tout moment de la partie, lorsqu'ils l'estiment opportun, les joueurs peuvent choisir de dessiner ces chemins. Ce tracé leur permet alors d'explorer les couloirs et les salles du donjon. Cette exploration n'est pas anodine, elle sert à collecter des objets, élément essentiel pour remplir les objectifs de la mission jouée et progresser vers la victoire. Avant de commencer la partie, il faut d'abord choisir la mission qui servira de cadre à votre aventure. Commencez par sélectionner l'une des 14 missions disponibles dans le livret de mission coop. Vous le voyez, vous avez ce livret-là, avec toutes les missions. L'exemple que j'ai pris pour cette mise en place est la mission 1, qui s'appelle « Jean-Michel est de retour ». Les joueurs sont libres de jouer ces 14 missions dans l'ordre de leur choix. Cependant, il est recommandé de les jouer dans l'ordre proposé, car le niveau de difficulté est progressif. Une fois la mission choisie, triez les cartes donjon par coup. Le coup que vous retrouvez à cet endroit-là des cartes. Et les cartes de départ par couleur. Les couleurs sont indiquées ici pour les cartes de départ. Suivez maintenant la mise en place spécifique et le diagramme fourni par la mission afin de créer le tableau. Donc, comme je vous indiquais, j'ai suivi ce diagramme-là
avec par exemple cette carte-là spécifique et le boss ici, comme tout est indiqué là. Vous allez commencer par assembler et mélanger le nombre de cartes de départ indiquées dans la mission. Dans cet exemple, il y a 21 cartes de départ. Une fois mélangées, placez ces cartes face visible, exactement comme montré dans la mise en place. Lorsque vous les placez, vous choisissez leur orientation au hasard. Ces cartes de départ peuvent provenir de paquets de couleurs différentes. Toutes les cartes de départ sont reconnaissables grâce à leur icône spécifique. Chaque paquet de 9 cartes d'une même couleur est strictement identique aux autres paquets. Ensuite, vous allez placer des cartes donjon et des cartes boss coop. Vous placez ensuite les cartes donjon ainsi que les cartes boss coop en respectant les indications de la mission. Pour les identifier correctement, utilisez leur numéro de référence. Par exemple, D19 et B2 dans l'exemple ici présent, puis positionnez-les conformément au diagramme. Par défaut, placez ces cartes face visible à l'endroit, sauf si la mission précise explicitement une autre orientation. Si la mission l'exige, placez maintenant les jetons artefacts et ou les pions groupes sur le tableau. Dans cet exemple, uniquement l'artefact botte volante doit être placé sur la carte D29. Avant de commencer à jouer, les joueurs doivent prendre un temps de discussion collectif afin d'établir une stratégie durable. Ils doivent notamment se poser les questions suivantes. Quel pion groupe va remplir quel objectif? Quel chemin chaque pion va emprunter? Il est important de noter que les pions groupes peuvent être réassignés à un autre objectif en cours de partie. Ce sont les pions que j'ai mis ici. Pour espérer gagner, les joueurs doivent communiquer en permanence, discuter de leur plan et ajuster leur stratégie globale tout au long du jeu. Enfin, avant que la partie ne commence réellement, les joueurs doivent choisir le point de départ de chaque pion groupe, sélectionner les jetons faits et choisir les cartes livre-sort à acheter. Une fois la partie lancée, ces décisions deviennent définitives et ne peuvent plus être modifiées. Pour placer les pions groupes, vous les placez en suivant les indications du paragraphe groupe de la mission, puis vous procédez au placement de ces pions. Chaque pion doit être placé soit devant un couloir, soit devant un emplacement de carte vide qui sera complété plus tard au cours de la partie. Si plusieurs couloirs sont possibles lors du placement, indiquez clairement devant lequel couloir précis vous placez votre pion groupe. C'est-à-dire que lui, par exemple, plutôt que de le mettre là, il doit indiquer si je le mets ici ou là. On va dire que je le mets là. Lors du placement des pions groupes, essayez autant que possible d'éviter les impasses, les monstres, les cadenas ainsi que les pièges de lave. Une fois les pions groupes en place, on va maintenant passer à la pioche des joueurs. Pour cela, vous suivez exactement la composition indiquée par la mission choisie. Commencez par assembler les cartes de départ, ainsi que les cartes donjon au coût requis. Mélangez ensuite toutes ces cartes ensemble, puis placez la pioche obtenue à portée de tous les joueurs. Dans cet exemple, il y a 18 cartes de départ, 4 cartes de coup 3, 5 cartes de coup 4, 5 cartes de coup 5 et finalement 4 cartes de coup 6. Si la mission autorise l'utilisation des pièces, les joueurs doivent maintenant créer le marché et procéder aux achats initiaux. Les jetons faits et les cartes livres de sort ne peuvent être achetés qu'avant de jouer les cartes dans le donjon. Lors de la création de la pioche des cartes livres de sort destinées au marché, conservez uniquement les cartes avec l'icône coopératif. Commencez par diviser les jetons faits par type. Placez ensuite ces jetons sous la carte marché des faits. Le coût des jetons est de 1 pièce chacun. Un jeton fait peut être utilisé soit lors d'un chemin, soit pour aider à remplir un objectif d'une mission. Avec le niveau de difficulté normal, lorsqu'un objet est utilisé durant un chemin, il est barré et ne compte pas pour les objectifs de mission. C'est plusieurs niveaux de difficulté. Mettons en place maintenant le livre des sorts. Commencez par mélanger les cartes livres de sorts portant l'icône coopératif. Placez ensuite cette pile face cachée à la droite du marché des faits. Une fois la pioche en place, dévoilez les 2 cartes du dessus et placez-les face visible à côté de la pile. Ces cartes constituent les cartes livres de sorts disponibles à l'achat. Leur coût est de 2 pièces. Lorsqu'une carte livre de sort est attribuée à un pion groupe, elle ne peut être activée que sur le chemin de ce pion groupe précis. Une fois la carte utilisée, elle est immédiatement retournée face cachée. À la fin du livret de règles, vous trouverez l'ensemble des cartes livres de sort expliquées en détail. Lors de l'achat, les joueurs ont 2 possibilités. Acheter l'une des 2 cartes face visible, ou payer le même coût pour prendre au hasard la carte du dessus de la pioche des cartes livres de sort.
Chaque carte du livre de sort ou chaque jeton de fée qui est acheté doit obligatoirement être attribué à un pion groupe. Dès qu'un jeton ou une carte est acheté, placez-le à côté du point de départ du pion groupe auquel il est attribué. Si nécessaire, ajoutez immédiatement une nouvelle carte du livre de sort face visible au marché afin de maintenir le nombre de cartes disponibles. Dans cet exemple-là, toujours la première mission, la mise en place demande de dépenser 5 pièges du marché. Par exemple, les joueurs pourraient acheter une carte livre de sort, qui leur coûterait 2, un jeton fait clé, qui leur coûterait 1, et finalement, ils décideraient de prendre 2 jetons de corde, ce qui ferait 5. Une fois la mise en place terminée, toutes les pièces restantes sont remises à la banque. Un pion groupe ne peut avoir plus d'un jeton fait de chaque type, épée, corde, clé et parchemin. Un pion groupe ne peut pas recevoir plus de 2 cartes livres de sort. Par exemple, je pourrais l'attribuer ici, et comme ceci. Et un autre joueur prendrait la carte achetée. Durant la phase d'exploration, les pions groupes ne peuvent ni donner ni échanger les jetons faits ou les cartes livres de sort. Rappelez-vous, nous avons fait une pioche. Il est temps de distribuer 3 cartes de la pioche à chaque joueur. Si vous jouez seul, prenez-en 4. Il est recommandé de jouer avec vos cartes en main. Les joueurs peuvent partager des informations concernant leurs cartes, mais ne peuvent pas les montrer aux autres joueurs. Pour une expérience plus simple, il est également possible de jouer avec une invisible, connue de tous les joueurs. Avant de commencer la partie, lisez à voix haute les règles spécifiques de la mission, ainsi que les conditions de victoire. Assurez-vous que tous les joueurs les aient bien comprises avant de poursuivre. L'exemple de cette mission, Jean-Mi est de retour. Bien que Jean-Michel le gobelin ait été vaincu, la paix ne dura pas longtemps. Au plus profond du donjon, son squelette maudit s'agita, animé par de sombres restes de magie. Comment est-ce possible? Pour le vaincre, les 4 groupes doivent s'unir une fois de plus. Une prophétie gravée dans la pierre révèle le rituel. Ces os doivent recevoir les mêmes objets qui ont causé sa chute. Le groupe qui avait autrefois rassemblé l'or doit maintenant placer des pièces dans sa cage thoracique. Les parchemins magiques doivent être brûlés au-dessus de son crâne. Un autre groupe doit apporter une paire rare de bottes volantes, tandis que le dernier amène des clés anciennes. Sans elles, son âme ne pourra être enfermée. Le temps presse. S'ils échouent, le squelette de Jean-Michel s'élèvera avec des ailes. Le destin du village ne tient plus qu'à un fil. Les conditions de victoire sont les suivantes. Jean-Michel en B2 est vaincu quand ces 4 routes ont été complétées. 4 pions groupes sont utilisés dans cette mission. Les joueurs choisissent où placer les pions, chacun sur un côté différent du plateau. Vous placez l'artefact botte volante sur la D29. Une règle spécifique à la mission, qu'un artefact entre sur la carte D29, liez l'artefact à ce groupe à l'endroit où il est entré par la carte. Chaque groupe doit rapporter le nombre requis d'un type d'icône à une entrée spécifique de la carte boss, comme vous le voyez ici. Il est temps, maintenant, de choisir le niveau de difficulté de la partie. Le niveau normal est recommandé. En mode novice, chaque optimisateur, et c'est ces symboles-là par exemple, rencontré permet à ce groupe de prendre un jeton d'effet. Ces jetons-là, disponibles au marché, même lors de la phase d'exploration. Toute icône rencontrée, même utilisée, compte pour les objectifs d'une mission. Pour un niveau facile, ils n'ont pas d'effet. Toute icône rencontrée, même utilisée, compte pour les objectifs de mission. En mode normal, qui est le recommandé, ils n'ont pas d'effet. Toute icône rencontrée est utilisée lors d'un chemin, ne compte pas pour les objectifs de mission. Et finalement, en difficile, toute icône rencontrée et utilisée lors d'un chemin ne compte pas pour les objectifs de mission. Chaque chemin doit rapporter exactement le nombre d'icônes requis, pas plus. Les jetons d'effet non utilisés doivent être comptabilisés. Pour terminer la mise en place, choisissez quel joueur commence la partie. Donnez-lui le jeton joueur actif. À partir de ce moment, le jeu se déroulera dans le sens aigu d'une montre. Et le jeton de joueur actif se déplacera toujours dans ce sens d'un joueur à l'autre. La carte coop début de mission sert de rappel visuel des différentes étapes nécessaires pour lancer correctement une mission. Elle résume les actions à effectuer dans l'ordre suivant. Placez les cartes dans le tableau en respectant le diagramme de la mise en place. Placez les jetons artefacts, comme indiqué dans la mise en place. Après discussion, placez les pions groupes. Après discussion, achetez des jetons faits et ou des cartes livres de sort pour choisir quel groupe reçoit chaque élément acheté. Assemblez la pioche des joueurs, comme indiqué dans la mise en place de la mission. La mélangez, puis distribuez 3 cartes à chaque joueur, ou 4 en solo. Après avoir regardé vos cartes, choisissez le premier joueur. Passons maintenant au cœur du jeu. La partie entre maintenant dans la phase d'exploration. Lors de la phase d'exploration, les joueurs doivent chacun leur tour, en suivant toujours le même déroulement, d'abord jouer une carte. Après discussion avec les autres joueurs, le joueur actif choisit une carte de sa main. Il la place ensuite dans l'emplacement de son choix sur le tableau et l'oriente comme il le souhaite.
Imaginons que j'ai reçu ces 3 cartes-là. Premier tour, début du tour, je vais jouer une carte. Je pourrais la placer comme ceci, par exemple. Ensuite, il faudra dessiner un chemin. Si un chemin peut être tracé depuis un pion groupe jusqu'à un palier ou un objectif, ce chemin peut être dessiné à ce moment-là. Après les actions précédentes, vérifiez les conditions de victoire ou de défaite. Si les joueurs ont rempli tous les objectifs des conditions de victoire, la mission est gagnée. Si les joueurs atteignent un état ardent, la mission est perdue. Je reviendrai un petit peu plus tard sur tout cela. Ensuite, vous piochez une carte. Le joueur actif pioche une carte depuis la pioche des joueurs, si celle-ci n'est pas épuisée. Puis on change de joueur actif. Enfin, le jeton du joueur actif est transmis au joueur suivant, dans le sens des aiguilles d'une montre. Le tour suivant peut alors commencer. Tout au long de la partie, les joueurs gèrent ensemble des groupes d'aventuriers. Ces groupes ne sont pas attribués à un joueur particulier. Ils sont contrôlés collectivement par l'ensemble des joueurs. À son tour, le joueur actif place une carte verticalement, avec l'orientation de son choix, dans un emplacement vide du tableau de mission. Cette carte doit permettre de connecter les couloirs ou de compléter progressivement le donjon. Certaines règles de placement doivent être respectées toutefois. Les cartes ne peuvent pas être jouées en quinconce, elles ne peuvent pas être placées en dehors du tableau, elles ne peuvent pas recouvrir des cartes déjà jouées. Les joueurs doivent discuter ensemble de l'endroit où jouer la carte. Cependant, le joueur qui pose la carte a toujours le dernier mot. Jouer une carte est gratuit. Le coût indiqué sur une carte n'est utilisé que dans le mode versus lors de l'achat d'une carte. En mode coopératif, ce coût n'a aucun effet. Avant d'entrer dans le détail de l'exploration, il est essentiel de comprendre les différents éléments qui composent un donjon. Là, au fur et à mesure, je vais déplacer tout ça pour pouvoir vous expliquer des choses plus clairement. Comme ça, vous avez déjà vu la mise en place. Prenons cette carte-là pour l'exemple. Le donjon est constitué de couloirs et de salles. Les salles sont différentes des couloirs. Là, nous avons une salle. Ici, c'est un couloir. Ici, c'est encore un couloir. Les salles sont plus larges et possèdent un sol de pierre. Les couloirs, quant à eux, ont un sol en sable. Comme vous le voyez sur la carte ici, c'est différent. Le donjon est divisé en 2 niveaux distincts, le niveau supérieur et le niveau inférieur. Le niveau inférieur est facilement reconnaissable. Il possède une lueur jaune et il est caractérisé par l'absence de murs. Ici, nous avons donc niveau supérieur et ici niveau inférieur. Pour progresser dans le donjon, les joueurs utilisent des groupes, interagissent avec des paliers, affrontent des cartes boss et remplissent des objectifs. Un groupe représente une équipe d'explorateurs. Il est matérialisé par un pion groupe. Chaque groupe trace un chemin à travers le donjon, depuis un point de départ jusqu'à un objectif indiqué sur une carte palier ou sur une carte boss. Un pion groupe commence généralement sur le bord du plateau, conformément à la mise en place de la mission. Lorsqu'un objectif est accompli, c'est-à-dire au moment où le chemin est tracé, le pion groupe est déplacé sur la carte palier ou la carte boss correspondante. À partir de ce moment, un pion groupe placé sur une carte palier utilise cette carte palier comme nouveau point de départ pour ses futurs déplacements. Qu'est-ce qu'un objectif ? Un objectif est un élément qu'un groupe cherche à récolter ou à remplir au cours de son chemin. La majorité des objectifs demandent la collecte, puis la livraison d'un ou plusieurs objets ou artefacts, comme vous le voyez ici. Ils se trouvent généralement sur une carte palier ou une carte boss. Pour remplir un objectif, le groupe doit le livrer à l'un des couleurs spécifiques indiquées sur la carte palier ou la carte boss concernée. Si un groupe est en mesure de remplir plusieurs objectifs, ce sont les joueurs qui choisissent quel objectif est effectivement rempli. Une carte palier est une carte qui sert d'intermédiaire avant de pouvoir remplir un objectif présent sur une carte boss. Le plus souvent, les groupes doivent s'y rendre pour aller chercher des artefacts ou des personnages, y ramener des artefacts, ou y accomplir une tâche spécifique. Lorsqu'un chemin atteint une carte palier contenant un artefact, cet artefact est placé sur la carte palier. Lorsqu'un chemin atteint une carte palier contenant un artefact, cet artefact est placé sur la carte palier, dans le couloir par lequel le premier groupe est entré. À partir de ce moment, ce groupe transporte l'artefact. Si un groupe atteint une carte palier face cachée, les joueurs la dévoilent immédiatement et décident ensemble de son orientation. Il est important de noter que certaines missions ne comportent pas de carte palier. Qu'est-ce qu'une carte boss ? Une carte boss est une carte qui comporte un ou plusieurs objectifs devant être accomplis pour terminer une mission. Une carte boss propose généralement plusieurs objectifs, qui impliquent la collecte et la livraison d'une certaine quantité d'objets, de personnages, d'actions ou encore d'artefacts. Certaines missions peuvent comporter plus d'une carte boss en jeu. Pour gagner la mission, tous les objectifs présents sur les cartes boss doivent être entièrement remplis. Il existe toutefois des missions sans carte boss. Dans ce cas précis, ce sont les règles spécifiques de la mission ainsi que ses conditions de victoire qui s'y appliquent. Certaines cartes boss possèdent des objectifs qui peuvent être accomplis en arrivant sur la carte par n'importe quelle entrée. D'autres cartes boss, en revanche, exigent que les objectifs soient livrés à une ou plusieurs entrées spécifiques. Dans cette mission-là, Jean-Mi est de retour, chaque groupe doit amener un seul type d'objet à la carte B2. Les options possibles sont les suivantes. Les boîtes volantes, 5 pièces, 5 parchemins ou 2 clés. Au cours de la partie, plusieurs chemins peuvent exister simultanément dans le donjon. Cependant, chaque groupe suit toujours son propre chemin, indépendant de celui des autres groupes.
Lorsqu'un chemin valide peut être dessiné depuis le point de départ d'un plan groupe jusqu'à une carte palier ou une carte boss, les joueurs auront alors le choix. Soit le tracer immédiatement, soit attendre et le dessiner plus tard, à n'importe quel moment de la partie. Si lorsqu'un groupe atteint une carte palier ou une carte boss, plusieurs objectifs peuvent être remplis, les joueurs doivent obligatoirement choisir quel objectif est complété. Un groupe ne peut remplir qu'un objectif à la fois. Par exemple, ici, si un pion groupe aura réussi à collecter 5 pièces et 2 clés, il doit choisir l'un des 2 objectifs. Il ne peut pas remplir les 2. Un pion groupe ne peut se trouver que sur son point de départ, sur une carte palier, sur une carte objectif boss. Un pion groupe ne peut jamais s'arrêter au milieu de son chemin. Il est toutefois possible de dessiner seulement une partie du chemin afin d'aider les joueurs à visualiser et suivre le chemin potentiel d'un plan groupe. Vous avez donc ces stylos pour dessiner et cela pour effacer. Lorsqu'un chemin est dessiné, il doit impérativement respecter les règles suivantes. Il ne peut y avoir qu'un seul chemin dans le même couloir. Imaginons que je fasse un premier chemin qui passe comme ceci. Je ne pourrai pas faire un chemin comme cela. Un chemin ne peut pas se croiser lui-même, ni croiser le chemin d'un autre groupe. Par exemple, imaginons que je parte de là. Je pourrais faire comme ceci, mais je n'ai pas le droit de faire comme cela. Un chemin peut passer au-dessus ou en dessous de lui-même ou d'un autre chemin uniquement s'il se trouve à 2 niveaux différents. Par exemple, ici, il peut y avoir un chemin, et là, il peut y avoir un chemin. Une impasse marque la fin d'un chemin. Il y a 5 situations différentes qui peuvent créer des impasses. Un chemin prend fin s'il rencontre l'une des situations suivantes. Par exemple, ici, il rencontre un obstacle, sans disposer d'un moyen de le surmonter. Il doit emprunter plus d'un couloir à la fois, croiser son propre chemin ou celui d'un autre groupe, arriver dans une impasse, sans moyen de s'en sortir. Par exemple, sans parchemin lui permettant la téléportation. Atteindre une extrémité du tableau, sauf si la mission demande explicitement de faire le contraire. Si un plan groupe ne peut plus poursuivre son exploration et doit s'arrêter à cause d'une impasse, la mission est immédiatement perdue. Un chemin ne peut pas être interrompu. La seule exception à cette règle est l'utilisation de la téléportation, sauf si les règles spécifiques de la mission autorisent explicitement une autre interruption. Il existe 4 types de découvertes dans le donjon. Les objets, les obstacles, les téléportateurs et les optimisateurs. Les objets présents dans le donjon sont les pièces, les tonneaux, les épées, les cordes, les clés et les parchemins. Lorsqu'un chemin rencontre un objet, celui-ci est immédiatement collecté. La collecte d'un objet est représentée en entourant l'icône correspondante sur la carte. Par exemple, vous collectez une épée, vous l'entourez comme ceci. Un objet collecté peut être ensuite utilisé pour surmonter un obstacle, activer un effet, et ou pour remplir les conditions d'un palier ou d'un boss. Par exemple, sur ce chemin-là, imaginons, je n'ai pas tout mis, c'est vraiment pour l'exemple, vous récupérerez ceci, cela, cela, puis cela. Les obstacles présents dans les donjons sont les monstres, les pièges, trappes ou laves, ainsi que les cadenas. Lorsqu'un chemin atteint un obstacle, celui-ci doit être entouré. Les obstacles empêchant le groupe de continuer son chemin tant qu'ils ne sont pas surmontés. Pour dépasser un obstacle, le groupe peut utiliser un objet collecté sur son chemin, un jeton de fait correspondant ou une carte libre de sort appropriée. Les correspondances sont les suivantes. Une épée pour vaincre un monstre. Une corde pour les pièges. Une clé pour le cadenas. Un obstacle ne peut être barré qu'une fois surmonté. Imaginons que mon chemin passe par ici. Je récupère une clé, un parchemin. Je continue. Une pièce. Je continue. Une épée. Je vais comme ceci. Je continue comme cela. Comme cela. Ici, je récupère un parchemin. Et ici, j'aurai l'épée pour pouvoir battre le monstre. Et ici, la clé pour le cadenas. Lorsqu'un objet est utilisé, vous le barrez de votre chemin. Si c'est un jeton de fée, il est retourné face cachée. Lorsqu'une carte livre de sort est utilisée, elle est retournée face cachée. Une trappe rencontrée au niveau supérieur n'empêche pas un groupe de continuer son chemin. Elle agit comme un sens unique vers le niveau inférieur. Un groupe peut toutefois utiliser une corde pour éviter de tomber dans la trappe et ainsi ne pas descendre de niveau. En revanche, une trappe au niveau inférieur ne peut pas être utilisée pour remonter. Les téléporteurs sont représentés par des cercles magiques. Lorsqu'un chemin atteint un cercle magique, celui-ci doit être entouré, même s'il n'est pas utilisé. Pour activer un cercle magique, les groupes peuvent utiliser un parchemin collecté sur le chemin, un jeton de fait correspondant ou une carte livre de sort appropriée. L'activation d'un cercle magique permet au groupe de se téléporter vers un autre cercle magique. La téléportation autorise le groupe à arrêter son chemin, puis à recommencer depuis un autre cercle magique qui n'a pas été utilisé, c'est-à-dire non barré. Les cercles magiques utilisés pour la téléportation peuvent se trouver sur la même carte, sur des cartes différentes et même sur des niveaux différents. Les optimisateurs ne sont pas utilisés en mode coopératif, sauf si vous jouez avec le niveau de difficulté novice.
avec ce niveau de difficulté, chaque groupe qui en rencontre un peut choisir gratuitement un jeton fait. Ce jeton fait est ensuite attribué au groupe qui a rencontré l'optimisateur. Je vous rappelle, un groupe ne peut pas posséder plus d'un jeton fait de chaque type. Corde, épée, parchemin, clé. Cependant, un jeton d'effet déjà utilisé ne compte pas dans cette limite. Dans tous les autres niveaux, les optimisateurs n'ont pas d'effet, sauf si une mission précise explicitement le contraire. Un groupe ne peut utiliser que les objets qu'il a lui-même récupérés sur son chemin ou les jetons faits et cartes livres de sorts qu'il possède déjà. Les ressources ne peuvent pas être partagées entre groupes. Chaque type d'objet a un usage précis. Les pièces peuvent être requises pour certains paliers objectifs. Elles peuvent également, selon la mission, augmenter le score final. Un tonneau peut être demandé pour des objectifs de cartes paliers ou des cartes boss. Une épée, comme je disais, pour vaincre un monstre. Une clé pour un cadenas. Une corde pour traverser un piège de lave ou une trappe. Un parchemin pour activer un cercle magique et se téléporter. Les salles, je vous avais dit, sont différentes des couloirs. Elles sont plus larges et possèdent un sol en pierre, alors que les couloirs sont en sable. Lorsqu'un groupe rentre dans une salle, il doit vaincre tous les monstres présents dans cette salle. Tant que les monstres n'ont pas été vaincus, aucune découverte présente dans la salle ne peut être collectée et aucune découverte ne peut être utilisée. Un chemin ne peut continuer tant que tous les monstres de la salle n'ont pas été vaincus. Un ou plusieurs chemins peuvent entrer plusieurs fois dans une même salle, à condition qu'ils ne se croisent pas, que des couloirs d'entrée et de sortie différentes soient utilisés. C'est-à-dire, un chemin pourrait passer par là et sortir par là, et un autre passer par là et sortir par là. Les objets présents dans une salle ne sont collectés qu'une seule fois, par le premier groupe qui y rentre, peu importe le nombre de fois où un ou plusieurs chemins traversent la salle. Une trappe située dans une salle est optionnelle. Un groupe peut contourner la trappe et poursuivre son chemin normalement. Le groupe tombe au niveau inférieur uniquement s'il choisit volontairement de marcher sur la trappe. Les artefacts sont des objets uniques dont l'utilisation dépend de la mission choisie. Ils sont représentés par des jetons spécifiques. Lorsqu'un chemin atteint une carte sur laquelle se trouve un artefact, ce jeton est immédiatement attribué au pion groupe ayant réalisé ce chemin. Une fois attribué, il ne peut plus être donné à un autre groupe, même si un second chemin atteint ultérieurement la même carte. Une carte palier ou une carte boss peut exiger un ou plusieurs artefacts lui soient apportés. Dans ce cas, les artefacts doivent obligatoirement être livrés par le couloir approprié de la carte palier ou de la carte boss concernée. Prenons un petit exemple. J'ai enlevé les cartes pour que ce soit plus clair, mais imaginons on a créé le tableau des cartes, on a placé les pions groupe, on a suivi la mise en place, et les joueurs vont décider du rôle de chaque pion groupe. Certains ils décident que ce pion-là va s'occuper des bottes volantes, que ce pion-là va s'occuper des clés. Je n'ai pas mis les autres, mais il y en a deux autres, bien entendu. Les joueurs peuvent modifier leur plan en cours de mission, s'il devient plus pertinent qu'un groupe s'occupe d'un autre objectif que celui qui lui a été attribué initialement. Un joueur décide de poser cette première carte pour aider ce groupe-là à pouvoir aller aux clés. Une fois sa carte placée, le joueur pioche une nouvelle carte, tour d'un autre joueur. Il va décider d'aider ce groupe-là à récupérer l'artefact situé sur la carte D29, qui est l'objectif. Il joue cette carte. Après l'avoir placée, il pioche une nouvelle carte depuis la pioche. Troisième joueur qui décide de continuer à aider ce groupe-là, qui puisse continuer à amener. Donc il va jouer cette carte-là. Il est possible de tracer un chemin jusqu'à la carte palier. C'est-à-dire que ce joueur-là pourrait dessiner comme ceci. Là, il récupère la clé. Il entoure puis le barre, ça lui ouvre le cadenas. Il passe par là, par là, par là. Il récupère une épée, ainsi qu'une pièce. Il arrive ici, il récupère cela. Ce sera son nouveau point de départ. Il faudra continuer le chemin jusqu'au boss. La partie peut se terminer de deux manières, par une victoire ou par une défaite. La mission est gagnée si les joueurs parviennent à remplir tous les objectifs listés dans les conditions de victoire de la mission. Les joueurs perdent immédiatement la mission si l'une des situations suivantes se produit. Un groupe atteint une impasse sans disposer d'une solution pour en sortir. Un joueur ne peut pas jouer de cartes, soit parce qu'il n'y a plus d'espace disponible dans le donjon, soit parce qu'il n'a plus de cartes en main. Un groupe ne peut pas remplir un des objectifs lorsqu'il atteint une carte palier ou une carte boss coop. Certaines missions possèdent des conditions de défaite spécifiques. À la fin de la partie, les joueurs calculent leur score final en suivant les instructions propres à la mission. Ils peuvent ainsi noter le score obtenu, le niveau de difficulté, ainsi que le nom de tous les joueurs ayant participé à la mission, dans le tableau des scores situé à la fin du livret mission. Lors du calcul de score, toutes les valeurs sont enroulées à l'inférieur. N'oubliez pas d'utiliser la téléportation. La plupart des missions ne peuvent pas être gagnées sans se téléporter. Donc là, je vais enlever tout ça et on va passer au mode versus maintenant. Et donc, nous voilà avec le mode versus. Dans le mode versus, l'objectif est de remporter la partie en accumulant le plus de points de victoire. La partie se déroule sur 6 tours. À l'issue des 6 tours, les joueurs comparent leur total de points. Les points de victoire sont principalement obtenus en récoltant des icônes correspondant aux objectifs du tour en cours. Chaque tour propose aussi des objectifs spécifiques et les joueurs doivent orienter leurs choix et leurs actions pour optimiser la collecte de ces icônes. La mise en place du mode versus se divise en 3 zones distinctes. La zone du marché, la zone du joueur
et la zone des cartes objectifs. Commencez par préparer l'ensemble du marché, qui sera commun à tous les joueurs. D'abord, divisez les jetons d'effets par type et placez-les en dessous de la carte marché d'effets. Mélangez ensuite les cartes livres de sort et placez-la face cachée à droite du marché d'effets. Piochez alors 2 cartes livres de sort depuis le dessus de la pile et placez-les face visible. Poursuivez avec les cartes donjons. Divisez-les en fonction de leur coût afin de former 4 piles distinctes. 3, 4, 5 et 6. Mélangez chaque pile séparément, puis placez-les faces cachées à la droite des cartes livres de sort. Piochez ensuite 2 cartes de chacune de ces piles et placez les faces visibles sur leurs piles respectives. Au total, 8 cartes donjons doivent être visibles sur le marché. Enfin, créez une banque avec les pièces restantes. Une fois le marché en place, préparez maintenant la zone personnelle de chaque joueur. Chaque joueur prend un plateau de score à sa couleur, un marqueur effaçable et une éponge, 9 cartes de départ à sa couleur. Ces cartes de départ doivent être mélangées, puis placées face cachée à côté du plateau de score. Elles forment la pioche personnelle du joueur. Les cartes de départ sont très basiques. Elles ne comportent ni piège, ni corps, ni cercle magique. Ajoutez, enfin, 6 pièces à chaque joueur. Mélangez les cartes objectifs, puis placez-les face cachée, un endroit facilement accessible pour tous les joueurs. À chaque fois qu'une carte objectif est piochée, elle est immédiatement placée, face visible à côté de la pile. Pour terminer la mise en place, placez la carte versus fin de tour, ainsi que la carte résumé des icônes entre les joueurs. Ces cartes servent de rappel visuel et aident les joueurs à se repérer tout au long de la partie. Comment se déroule un tour? La partie en mode versus est découpée en 6 tours. Chaque tour suit une structure précise, identique pour tous les joueurs. Au début de chaque tour, un objectif primaire commun à tous les joueurs est pioché, depuis la pile des cartes objectifs. Une fois l'objectif révélé, les joueurs se rendent au marché, et à ce moment-là, ils peuvent acheter des jetons d'effets, des cartes livres de sort ou des cartes donjons. Chaque joueur dispose ensuite d'une main de 5 cartes. Cette main est composée de cartes donjons achetées au marché et des cartes piochées au hasard depuis sa pioche personnelle. Ces 5 cartes seront utilisées pour construire le donjon du joueur. Je vais enlever tout ça pour vous donner une idée de comment cela se passe. Vous allez construire votre donjon dans votre zone de jeu. Une fois son donjon composé avec ces 5 cartes, le joueur dessine son chemin. Au cours de ce chemin, le joueur rencontre différents types d'icônes. Objets, obstacles, téléporteurs, optimisateurs. Lorsqu'une icône est rencontrée, le joueur l'entoure et ou la barre, selon le cas. Dès qu'une icône est entourée, elle est considérée comme découverte. Une fois le chemin terminé, chaque joueur reçoit de la banque les pièces qu'il a collectées sur son chemin. Pour marquer des points, chaque joueur commence par compter ses découvertes correspondant à l'objectif primaire. Enfin, un objectif secondaire est pioché au hasard et chaque joueur compte à nouveau ses découvertes correspondant à cet objectif secondaire. Les joueurs qui sont sortis du donjon cochent la case sortie sur leur plateau de score. Enfin, si des joueurs ont entouré des optimisateurs, ils peuvent alors les utiliser. Par exemple, je pourrais tracer un chemin comme ceci. Et là, je récupérerai 2 pièces. Je vais vous résumer les étapes d'un tour avant d'entrer dans les détails. Début de la partie. Piocher l'objectif primaire. Préparer l'objectif pour le premier tour. Début de chaque tour. Phase de marché. Acheter des cartes et des jetons. Construire un donjon. Il y a une phase de création de main. Vous tirez des cartes depuis la pioche du joueur. Phase d'exploration. Assembler les cartes et dessiner un chemin à travers le donjon. Phase de récompense où vous scorez le donjon en fin de tour. Une phase de réinitialisation. Vous piochez l'objectif primaire pour la manche suivante pour vous effectuer le nettoyage. Donc au début de la partie, vous allez piocher l'objectif primaire. Au premier tour de la partie, piochez la carte du dessus de la pile objectif. Et placez la phase visible à côté de la pile. Pour les tours suivants, l'objectif primaire sera pioché lors de la phase de réinitialisation. Les objectifs correspondent aux objets et aux obstacles que les joueurs vont collecter ou découvrir afin de gagner des points de victoire. Par exemple, ici, chaque clé collectée rapporte 2 points de victoire. Si un sablier est présent sur l'objectif, il s'agit d'un tour à bonus de temps. Le premier joueur qui complète entièrement son chemin en lance fini, il gagne alors le bonus de temps du tour en cours et l'entoure sur son plateau de score. Vous voyez ici. Une fois qu'un joueur a obtenu ce bonus, les autres joueurs continuent de jouer normalement, mais devront barrer le bonus du temps sur leur plateau de score. Certains objectifs peuvent être spéciaux, par exemple le nombre de salles visitées ou encore le nombre de pièges rencontrés. Au début de chaque tour, il y a la phase de marché. Vous achetez des cartes et des jetons. Au premier tour, tous les joueurs reçoivent 6 pièces. Les joueurs peuvent conserver leurs pièces d'un tour à l'autre afin d'acheter plus tard des cartes de valeur plus élevée. Lors de ce premier tour, le joueur le plus jeune commence. Pour les tours suivants, le premier joueur à acheter, c'est celui qui possède le moins de pièces. En cas d'égalité, le joueur ayant marqué le moins de points de victoire au tour précédent. Dans le sens des aiguilles d'une montre, chaque tour choisit à son tour soit d'acheter un article, soit de passer. Cette phase continue jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé. Un joueur qui a passé ne peut plus effectuer d'achat durant ce tour. Un joueur peut faire plusieurs achats au cours de la phase marché, mais un seul à la fois. Qu'achète-t-on donc au marché? Vous allez acheter les jetons d'effet. Un jeton de fée permet de gérer une découverte rencontrée au cours du chemin. Ces jetons ne comptent pas pour l'accomplissement d'objectifs primaires ou de l'objectif secondaire à la fin du tour.
Qu'ils soient utilisés ou non, les jetons de fées disparaissent à la fin du tour, avant la phase de récompense puis sont remis dans le marché. Vous pouvez acheter des cartes livre de sort, leur coût est de 2 pièces. Chaque carte livre de sort permet au joueur d'effectuer une action spéciale une seule fois par tour. Une fois utilisée, la carte est retournée face cachée, elle pourra être réutilisée lors des tours suivants. Un joueur peut posséder au maximum 2 cartes livre de sort. S'il en achète une troisième, il doit remplacer l'une des 2 cartes qu'il possède déjà au choix. Le prix des cartes donjon va de 3 pièces à 6 pièces, comme vous le voyez. Lorsqu'elle est achetée, elle est placée face visible dans la zone de construction du joueur. Elle sera utilisée uniquement pour le tour en cours. Chaque fois qu'une carte est achetée au marché, remplacez-la immédiatement par une nouvelle carte, issue de la pioche correspondante. Les joueurs peuvent acheter soit l'une des 2 cartes face visible d'une colonne, carte donjon ou livre de sort, soit payer le même coût pour prendre une carte au hasard depuis la pioche. Ce tour-ci, j'ai reçu 6 pièces. J'achète d'abord une carte livre de sort pour 2 pièces. Je révèle une autre carte. Lorsque ça revient à moi d'acheter, j'achète cette carte pour 4. Et je la place dans ma zone de construction directement. Ensuite vient la phase de création de main. Chaque joueur complète sa zone de construction en piochant des cartes depuis sa pioche personnelle, jusqu'à avoir exactement 5 cartes dans cette zone. Ce total de 5 cartes inclut les cartes donjon achetées précédemment. Si la pioche d'un joueur est épuisée, celui-ci prend sa pile de défausse, la mélange, puis la place face cachée afin de constituer une nouvelle pioche. Les cartes piochées durant cette phase sont conservées face cachée jusqu'au début de la phase d'exploration. Dans le jeu, l'ensemble des 5 cartes utilisées pour construire votre donjon est appelé votre main. Vient ensuite la phase d'exploration. Cette phase est jouée simultanément à tous les joueurs. Elle commence dès que tous les joueurs disposent de 5 cartes dans leur zone de construction. C'est-à-dire achetées au marché et les cartes piochées depuis la pioche du joueur. Lorsque tous les joueurs sont prêts, ils retournent leurs cartes face visible. S'il s'agit d'un tour avec bonus de temps, un joueur annonce « c'est parti » afin que tous les joueurs dévoilent leurs cartes et commencent exactement en même temps. Chaque joueur construit alors son donjon, toujours avec des 5 cartes, et y dessine un chemin, visant à rencontrer un maximum de découvertes correspondant à l'objectif du tour. Il est également avantageux de collecter un maximum de pièces d'or. Un joueur n'est pas obligé d'utiliser ses 5 cartes, mais il est dans son intérêt de le faire. Les règles de dessin de chemin, de découverte, obstacles, téléportation, niveau et salles sont identiques au mode coopératif. Pour une expérience de jeu plus dynamique, il est recommandé d'utiliser un minuteur de 5 minutes pour la phase d'exploration. Pendant la phase d'exploration, chaque joueur construit son propre donjon à l'aide de ses cartes. Les cartes doivent être jouées verticalement uniquement, elles peuvent être orientées dans les deux sens, tête en haut ou tête en bas. Les cartes adjacentes doivent avoir leur couloir correctement aligné. Elles peuvent cependant être légèrement décalées, tant que les couloirs correspondent. Les cartes ne peuvent pas se superposer et doivent être directement adjacentes les unes des autres. Pendant la phase d'exploration, un joueur peut modifier son donjon et son chemin. Cette liberté ne s'applique pas lors d'un tour avec bonus de temps. Si le joueur est le premier à avoir annoncé fini. C'est-à-dire que pour construire mon donjon, je peux faire comme ceci par exemple, mais je n'aurai pas le droit de faire comme cela. Je peux faire très bien comme ceci ou comme cela. Un donjon est construit de la même manière que dans le mode coopératif, avec ses couloirs, ses salles et ses niveaux. Un joueur commence son chemin à partir d'un bord libre d'une de ses cartes pour dessiner son donjon. À l'aide du marqueur effaçable, chaque joueur dessine son chemin sur ses 5 cartes en respectant les règles suivantes. Un chemin ne peut pas se croiser, un chemin peut entrer dans une même salle plus d'une fois, un chemin ne peut pas traverser le même couloir plus d'une fois, un chemin peut passer au-dessus ou en dessous de lui-même en condition que ce soit sur des niveaux différents. Les règles de découverte, que ce soit pour les obstacles, la téléportation, les salles, les niveaux, sont identiques au mode coopératif. Un chemin peut se terminer de 2 manières différentes, par une sortie ou par une impasse. Si le chemin atteint une extrémité libre d'une carte donjon, c'est-à-dire par exemple là, le joueur est considéré comme sorti du donjon. Il peut donc cocher la case sortie du donjon sur son plateau. Et son chemin s'arrête immédiatement à cette extrémité. Par contre, si je m'arrête dans une impasse, imaginons que je n'ai pas eu de clé et que mon chemin s'arrête là, je m'arrête à l'endroit et je ne peux pas atteindre de sortie. Dans ce cas, je ne peux pas cocher la case de sortie de ce tour. Les règles d'impasse sont identiques au mode coopératif. Une impasse signifie la fin immédiate d'un chemin. Ce que vous trouverez dans un donjon, comme je vous disais, donc les objets, les obstacles, les téléportations fonctionnent pareil. Utiliser les objets fonctionne de la même manière. Une différence notable, par contre, sont les optimisateurs. Les optimisateurs vont vous aider à améliorer votre pioche de cartes donjon. Quand un chemin rencontre un, il est entouré. Ils seront utilisés durant la phase de réinitialisation. La différence entre salle et couloir est la même que dans le mode coopératif. Les niveaux, comme je vous disais, sont identiques au mode coopératif. La manière dont vous allez rencontrer les trappes et tout ce genre de choses fonctionne comme le mode coopératif. Par contre, la fin d'un tour est bien entendu différent. Une fois la phase d'exploration terminée, les joueurs passent à la phase de récompense, durant laquelle chacun va scorer son donjon. Vous allez commencer par défausser tous les jetons de fées qui n'ont pas été utilisés ce tour.
Chaque joueur parcourt son chemin une première fois afin de compter le nombre de pièces qu'il a récoltées. Chaque joueur reçoit ensuite exactement ce total de la banque. Chaque joueur va suivre son chemin une deuxième fois. Il multiplie alors le nombre de découvertes correspondant à l'objectif primaire pour la valeur en points indiquée sur cet objectif. Une découverte ne compte que si elle est entourée, même si ensuite elle a été barrée. Si le chemin se termine sur une découverte non résolue, celle-ci ne compte pas. Toute découverte correspondant à l'objectif compte qu'elle a été utilisée ou non. Le total obtenu est inscrit dans la première case de score du tour en cours, situé dans la colonne bleue du plateau de score. Si le chemin se termine dans une salle, alors toutes les découvertes de cette salle ne comptent que si tous les monstres présents ont été vaincus. S'il y a un sablier sur la carte objectif, le premier joueur à avoir annoncé clairement fini peut entourer le bonus de temps dans la troisième colonne, la colonne verte. Une fois l'objectif primaire scoré, piochez l'objectif secondaire. Chaque joueur parcourt à nouveau son chemin, cette fois-ci pour compléter les découvertes correspondant à l'objectif secondaire. Ce nombre est multiplié par la valeur en points de l'objectif secondaire. Le total obtenu est inscrit dans la deuxième case de score du tour en cours, située dans la colonne rose du plateau de score. Lorsqu'un joueur est sorti du donjon, c'est-à-dire qu'il a atteint un bord libre d'une carte, il peut cocher la case « Sortie de donjon ». Quelques petits rappels importants. Un obstacle avec le chemin d'un joueur n'est pas entouré et ne compte pas lors de la phase de récompense. S'il y a un sablier sur la carte objectif, le premier joueur a terminé clairement son chemin, en fermant son feutre, en le posant sur la table et en disant « fini », remporte le bonus de temps. Vient ensuite la phase de réinitialisation. Cette phase marque la transition entre les deux tours. Vous piochez l'objectif primaire suivant. Sauf lors d'un dernier tour de partie, piochez la première carte de la pile des objectifs et placez la phase visible à côté de la pile des objectifs, au-dessus de la précédente. Celle-ci devient l'objectif primaire du tour. Un joueur qui a entouré un ou plusieurs optimisateurs peut alors choisir de les utiliser. Une icône comme ceci, de recyclage, permet au joueur de choisir une des 5 cartes de son donjon actuel, effacer cette carte et la remettre dans sa zone de construction. Cette carte fera à nouveau partie de sa main lors du prochain tour. Les ciseaux, quant à eux, permettent au joueur de choisir une des 5 cartes du donjon actuel, d'effacer cette carte et de l'enlever de manière permanente de sa pioche en la remettant dans la boîte. Cela permet d'accélérer la réapparition des meilleures cartes dans la pioche. La carte qui comporte le ciseau peut s'éliminer elle-même. Plusieurs icônes, recyclage ou ciseaux peuvent être utilisés au cours de cette phase. Une fois les optimisateurs résolus, chaque joueur procède au nettoyage. Chaque joueur efface entièrement son chemin. Les joueurs placent toutes leurs cartes dans leur pile de défausse. Les joueurs retournent face visible les cartes livrées de sort utilisées afin de les réactiver pour le prochain tour. À la fin du troisième tour, toutes les cartes visibles du marché, cartes livres de sort et cartes donjon sont défaussées, puis remplacées par de nouvelles cartes. Cette carte vous aide à vous rappeler de toutes les étapes. Après la 6e phase de récompense, la partie prend fin. Chaque joueur procède alors au décompte final en consultant son plateau. Objectif primaire. La colonne bleue correspondant. L'objectif primaire est additionné. Puis, la colonne rose, qui correspond à l'objectif secondaire, est additionnée, puis divisée par 2. Le résultat est arrondi à l'inférieur. La colonne verte, correspondant au bonus de temps, est additionnée. Ensuite, chaque joueur compte le nombre de fois où il a coché une case sortie dans la colonne rouge. Les points sont attribués comme suit. 2 points pour celui qui a le plus de cases cochées, 1 point pour le joueur en seconde position. En cas d'égalité, les joueurs concernés reçoivent le même nombre de points de victoire. Les pièces restantes rapportent un point de victoire pour chaque groupe de 3. S'il reste moins de 3 pièces, elles ne sont pas comptabilisées. Chaque joueur additionne l'ensemble des totaux précédents afin d'obtenir son score final. Le joueur ayant le score le plus élevé remporte la partie. En cas d'égalité, le joueur ayant le score le plus élevé dans la colonne des objectifs secondaires l'emporte. Si l'égalité persiste, malgré ce critère, les joueurs partagent la victoire. Avant de vous donner mon avis sur Mapmaster, si la vidéo vous plaît, pensez à mettre un petit like, ça aide énormément la chaîne. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Surtout si vous aimez les jeux de société un peu malins, ceux qui font réfléchir et discuter autour de la table. Et dites-moi en commentaire si Mapmaster vous intrigue ou si vous y avez déjà joué. En solo, en coop ou en versus. Je suis curieux d'avoir votre ressenti. Allez, maintenant on passe à la vie. Dès les premières minutes, Mapmaster affiche clairement ses ambitions. Proposer un jeu de construction spatiale, de gestion de trajectoire et de prise de décision sous contrainte. Le tout habillé d'un thème de donjon étonnamment bien exploité. Ici, pas de figurines ni de narration lourde. L'expérience repose sur un principe fondamental et original, dessiner son aventure. Ce choix audacieux confère au jeu une identité forte. Chaque partie devient une sorte de puzzle évolutif où les cartes ne sont pas seulement jouées, mais agencées, orientées, explorées, puis analysées visuellement. Le ressenti global est immédiatement celui d'un jeu intelligent, exigeant, mais profondément gratifiant. Le cœur de Mapmaster repose sur une tension constante, entre optimisation et prise de risque. Chaque carte ajoutée peut ouvrir une opportunité, ou préparer une future impasse. Chaque chemin tracé est une promesse de points, mais aussi une ligne fragile, impossible à ignorer. Ce qui marque particulièrement, c'est la sensation de responsabilité totale. Aucune décision n'est anodine, aucune erreur n'est gratuite, et chaque succès semble réellement mérité. Le jeu donne rarement l'impression d'être injuste. Lorsqu'un chemin échoue, le joueur sait exactement pourquoi. Mauvais alignement, excès d'avidité, manque d'anticipation. Cette transparence renforce l'engagement et incite naturellement à rejouer pour faire mieux.
En mode coopératif, la tension est collective et stratégique. Les discussions sont constantes, parfois animées, et le jeu crée de vrais moments de synchronisation entre les joueurs. On planifie, on ajuste, on débat. La réussite dépend autant de la qualité des décisions que de la communication autour de la table, mais cela fonctionne étonnamment bien en solo également. En mode versus, la tension change radicalement de nature. Elle devient personnelle, compétitive et souvent nerveuse. Le bonus de temps, le rythme des tours, la comparaison implicite des donjons construits par les autres joueurs crée une pression très efficace. L'utilisation d'un minuteur transforme certaines phases en véritable course contre la montre, où rapidité et lucidité doivent cohabiter. Mapmaster parvient à générer une ambiance autour de la table grâce à sa direction artistique. Et la simple action de tracer un chemin, de tomber volontairement à un niveau inférieur, de se téléporter pour éviter une impasse, raconte une histoire émergente. Le jeu n'impose pas de narration, il la fait naître naturellement à travers ses mécaniques. Il y a une cohérence entre le thème et les mécaniques. Le thème du donjon n'est jamais plaqué. Chaque règle a une justification thématique claire. Les salles bloquent tant que les monstres sont présents. Les trappes forcent une chute ou un show tactique. Les téléporteurs brisent volontairement la continuité du chemin. Les impasses sanctionnent l'exploration irréfléchie. Le fait que tout passe par le sein du chemin renforce encore cette cohérence. On ne déplace pas un pion abstrait, on voit littéralement l'erreur ou la réussite s'inscrire sur le plateau. Peu de jeux parviennent à créer un lien aussi fort entre gestes, règles et thèmes. La première lecture des règles peut sembler dense à cause du vocabulaire spécifique, des nombreuses interactions possibles, cependant, la logique interne du jeu est extrêmement solide. Après une première partie, les règles deviennent intuitives, les symboles sont immédiatement lisibles, et la prise de décision gagne en fluidité. Le jeu récompense clairement l'investissement initial, la courbe d'apprentissage est progressive mais gratifiante, particulièrement en coopératif grâce aux missions à difficulté croissante. Alors jouabilité est l'un des piliers de Mapmaster. Les missions, en coopératif, offrent des configurations variées, des objectifs aux contraintes différentes et une vraie montée en difficulté. Changer l'ordre des missions, modifier les stratégies ou répartir différemment les rôles renouvelle constamment l'expérience. En mode versus, la rejouabilité explose grâce aux objectifs primaires et secondaires, à l'évolution de la pioche via les optimisateurs, et le niveau des joueurs autour de la table. Deux parties versus ne se ressemblent jamais vraiment, car l'optimisation dépend autant du tirage que de la lecture du jeu adverse. Visuellement, Mapmaster fait un choix clair, l'ergonomie. Les cartes sont pensées pour être comprises en un coup d'œil, les icônes sont nettes, les couleurs servent la fonction, et les plateaux effaçables sont exemplaires de clarté. Le style est parfaitement cohérent avec la proposition ludique. Ici, chaque élément graphique a un rôle précis et rien n'est superflu. Le matériel est d'une excellente facture et surtout parfaitement adapté à l'usage intensif. Plateau effaçable robuste, marqueur efficace, carte résistante, jetons clairs et fonctionnels. Le système de dessin-effacement est au cœur du jeu et le matériel suit sans faiblir. Mention spéciale à la lisibilité des plateaux de score qui rendent le décompte final clair et satisfaisant. En solo, le jeu s'adresse clairement aux amateurs de défis cérébraux. Il conserve toute la logique du jeu, mais recentre l'expérience sur l'optimisation pure et la performance personnelle. Il est parfait pour apprendre, s'entraîner ou se confronter à sa propre limite. Mapmaster est idéal pour les joueurs intermédiaires et experts, les amateurs de jeux de réflexion et d'optimisation spatiale, les groupes qui apprécient la communication stratégique en coopération ou la pression compétitive du versus. En conclusion, Mapmaster est un jeu exigeant, élégant et remarquablement cohérent, qui réussit là où beaucoup échouent, transforme une mécanique en une expérience profondément immersive. Que ce soit en coopératif ou en versus, il offre une richesse tactique rare, une tension constante et une satisfaction intellectuelle durable. C'est un jeu qui ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais qui marque durablement ce qu'est être dans un donjon. Un titre ambitieux, intelligent, parfait pour les amateurs de réflexion moderne et les familles. J'espère que cette vidéo vous a plu, et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!